Hop 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 les amis, pas de débrief sur l'Euro, vous inquiétez pas. Mais bon, là il y a eu la fin de la phase de poule. C'était l'occasion de dresser un mini bilan de nos Barcelonais en sélection nationale. Les amis, objectif de cette vidéo, regardez les petites performances de nos joueurs barcelonais durant cet Euro. Et faisons attention quand même, lorsque l'on dresse un mini bilan, de toujours voir cela dans son contexte. C'est le contexte d'une compétition internationale. C'est différent d'une saison entière dans un club. Vous connaissez plein de joueurs qui ont performé justement en Coupe du Monde, à l'Euro, à la Copa América. Ça ne veut pas du tout dire qu'ensuite tu vas performer en club. C'est tout à fait autre chose. Ça ne dure que 3 semaines, 1 mois. Tu joues dans une autre équipe avec un autre système, des autres coéquipiers. Donc ne faisons pas de conclusion hâtive lorsqu'un joueur performe ou sous-performe en sélection nationale dans une compétition internationale. Premier joueur, et ça va aller très vite, Marc-André ter Stegen qui a effectué 0 minutes avec l'Allemagne. Bien évidemment, le joueur passe derrière Manuel Neuer. Hormis blessure de Neuer, ter Stegen restera sur le banc de l'Allemagne. Deuxième joueur, mesdames et messieurs, João Félix qui a effectué 90 minutes, mais 90 minutes sur le dernier match du Portugal, le dernier match qui ne comptait pour rien, où le Portugal a mis une équipe B, voire une équipe C, défaite du Portugal contre la Géorgie, alors que pourtant le Portugal avait fait plutôt très bonne figure durant cet Euro. Moi, c'est pas du tout une équipe que j'apprécie personnellement, mais il faut être objectif. Moi, franchement, je me suis dit, ah ouais, les dernières Coupes du Monde, ça avait été compliqué, avec un effectif totalement monstrueux. Là, faut qu'ils répondent présent. Et j'admets que là, ils avaient vraiment répondu présent dans la qualité de jeu, dans le système qu'ils avaient enfin trouvé. Je trouve ça très bien. João Félix ne figure justement pas parmi cette équipe type du Portugal qui réussit très bien. Alors à sa décharge, bon là, il était dans une équipe B totalement remaniée du Portugal. Et en plus de ça, apparemment, je n'ai pas vu le match, mais apparemment de ce que j'ai vu, ses notes, etc. C'est loin d'être le pire joueur de ce Portugal sur cette rencontre. Hein. C'est limite même dans le top 3 des joueurs du Portugal. Donc voilà, on ne va pas non plus l'accuser de tous les maux, mais ce qui est concret et ce qui est factuel, c'est que ça ne fait pas partie des joueurs type de cette équipe du Portugal. Fernandes et Bernardo Silva passent largement devant lui. On arrive donc ensuite sur un autre joueur du Portugal, mais cette fois-ci qui lui fait partie de l'équipe type de cette sélection, João Cancelo, qui a joué quasiment toutes les minutes contre la République tchèque et un tout petit peu moins contre la Turquie parce que la victoire a été acquise pour le Portugal. Joueur qui a performé à gauche justement le premier match contre la République tchèque que j'ai regardé et ensuite à droite contre la Turquie que je n'ai pas vu. Mais sur ce que j'ai vu de la République tchèque, c'était plutôt très intéressant. On avait certes un Cancelo sur la feuille de match qui pouvait être placé à gauche et on se disait mais comment est-ce que ça va fonctionner avec Nuno Mendes qui est aussi un latéral gauche. On s'est dit ça va être compliqué. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un Cancelo qui limite était milieu de terrain, demi-espace gauche et qui donc permettait à Nuno Mendes de coller la ligne. Et très intéressant sur ce poste-là, plus distributeur, conquérant dans le dernier tiers, apporte sa qualité technique et en plus de ça, c'est un joueur qui va être positionné plus devant sur le terrain. Donc il va moins avoir les tâches défensives dans son dernier tiers. C'est plutôt Nuno Mendes qui va s'en charger, qui va être donc face aux ailiers perturbateurs. On sait que pour Cancelo, des fois, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc vraiment un Cancelo, j'ai trouvé très intéressant dans ce Portugal qui, comme je vous l'ai dit, est plutôt très sympathique à regarder en ce début d'Euro. On arrive ensuite sur le seul joueur éliminé du côté du FC Barcelone durant cette phase de poule, c'est Robert Lewandowski qui est arrivé blessé à cet Euro, qui n'a joué que 30 minutes contre l'Autriche et qui a ensuite fait toutes les minutes contre l'équipe de France. Ce match soporifique à souhait où les deux équipes étaient catastrophique. C'était vraiment horrible à voir cette partie. Lewandowski, c'était compliqué pour lui. Dans le sens où, vous le savez très bien, déjà qu'au Barça, il m'énerve à un point pas possible lorsqu'il veut se prendre pour un numéro 10, etc., meneur de jeu. Mais alors là, j'ai pas envie de vous dire, avec la Pologne et les joueurs qu'il a à ses côtés, là c'est carrément, c'est le 6, le 8, le 10, le 9 de l'équipe. Le mec, il veut tous les ballons offensivement. Le problème, c'est qu'il est totalement esselé, que la Pologne jouait vraiment bloc très bas et qu'il avait personne à ses côtés lors des possibles contre-attaques. Donc lui qui n'est pas un joueur très rapide, c'était plutôt compliqué pour lui. Mais bon, au moins il va rentrer à la maison un peu plus rapidement que ça, joueur qui va bientôt atteindre ses 36 ans. Repose-toi bien mon ami, guéri de ta blessure à 100%, on va avoir besoin de toi l'année prochaine parce que je pense qu'un numéro 9 c'est pas du tout l'urgence du FC Barcelone, donc tu seras le titulaire l'année prochaine. Prends ton temps, prends des bonnes vacances, repose-toi, reviens en forme pour la préparation.
On arrive ensuite sur un joueur qui a effectué toutes les minutes de ses 3 premiers matchs de poule, mesdames et messieurs, Christensen, toutes les minutes face à la Slovénie, face à l'Angleterre, face à la Serbie. Il retrouve son rôle de défenseur central, il n'est plus numéro 6, et toujours assez intéressant quand même avec cette équipe du Danemark qui est un petit peu plus en contrôle justement que le dernier Euro où ça avait été la surprise, une équipe superbe à voir jouer, etc., qui allait dans tous les sens. Il y a eu la Coupe du Monde entre temps, ils se sont pris une bonne petite claque sur la tête. Je pense qu'ils sont plus là en train de se dire ok, on va plus réfléchir, machin. Ils sont en huitième de finale, ça va être compliqué pour eux contre l'Allemagne, mais voilà, elle fait un petit peu moins rêver cette équipe du Danemark, mais Christensen s'en sort bien, on le connaît, c'est Christensen, c'est carré, c'est un joueur qui est assez important dans cette équipe qui met un bloc très très haut. Il n'est pas numéro 6 parce que justement il y a Oljung et il y a l'autre joueur là qui a mis une énorme frappe contre l'Angleterre qui commence lui à prendre un tarif sur le mercato énorme justement à travers ça. Il reste quand même à côté de ces joueurs-ci, vraiment c'est pas un 6 mais c'est presque un 6 dans la manière dont il va distribuer, il donne de la confiance à ses joueurs, il permet d'avoir un bloc qui est quand même assez haut. C'est Christensen, c'est la confiance sûre, c'est très bien. On arrive ensuite, mesdames et messieurs, sur un joueur de la Mannschaft, Ilkay Gundogan, 90 minutes face à l'Écosse, 84 face à la Hongrie, 90 face à la Suisse. Un joueur qui joue dans cette équipe d'Allemagne en tant que numéro 10, juste derrière Havertz, aux côtés de Musiala et de Wirtz. Il ne joue pas dans le double pivot et ça change beaucoup de choses. On l'a dit plein de fois cette saison, oui, Gundogan est capable d'interpréter un rôle dans le double pivot, d'être un rôle entre guillemets pansement. Ça passe. Gundogan dans le double pivot, ça passe. Mais dans le dernier tiers, il t'apporte 1000 fois plus de qualité, qualité de déplacement, qualité de passe, qualité d'intelligence de jeu. Et on l'a très bien vu avec cette Allemagne. Contre l'Écosse, il a été très important justement dans ses mouvements. Et contre la Hongrie, passe décisive, but. On a très bien vu son importance à ce niveau-ci. C'est une équipe d'Allemagne qui malheureusement a ce défaut d'être une équipe qui va jouer très axiale. Pourquoi? Parce que Musiala et Wirtz ne sont pas vraiment des ailiers qui vont écarter le jeu, mais qui vont plutôt être dans l'axe. La seule chance pour cette équipe de réussir, c'est d'avoir des joueurs qui sont constamment en mouvement et qui collaborent bien entre eux aux abords de la surface de réparation. Ces joueurs-ci sont en capacité de le faire. Gundogan interprète parfaitement ce rôle. Donc encore une fois, oui, Gundogan dans le double pivot au Barça, ça peut être intéressant, mais il apporte 1000 fois plus en tant que joueur dans les 30 derniers mètres. On arrive ensuite sur les joueurs qui font partie de la sélection espagnole, mesdames et messieurs. En tout premier lieu, Fermín López. Quel plaisir de le voir tout d'abord sélectionné. On n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais ça venait quand même récompenser une superbe saison pour lui. Donc rien que ça faisait plaisir. On savait que ça allait être un joueur sur le banc, plus un joueur de rotation, voire même derrière les joueurs de rotation. Mais il a quand même eu ses petites minutes en dernier match contre l'Albanie, donc ça fait d'autant plus plaisir. Ça va lui donner le sourire. C'est un joueur, je pense et je crois, qui a été sélectionné également pour les Jeux Olympiques. C'est bien qu'il accumule de l'expérience dans ce genre de compétition. Ça reste un profil qui est différent de cette équipe d'Espagne, plus de possession. Lui, ça va être un joueur qui va être plus dans la verticalité, dans la rupture. Donc pourquoi pas à un moment, si l'Espagne est mis en difficulté dans ses huitièmes de finale contre la Géorgie, ou pourquoi pas dans ses quarts face à l'Allemagne, voilà, une rentrée de Fermín López. Mais ça reste quand même un joueur de rotation, mais on est super heureux qu'il soit déjà présent dans le groupe. Ensuite, on a Ferran Torres, mesdames et messieurs. Et oui, il est toujours présent. 5 petites minutes face à la Croatie, 20 minutes face à l'Italie et 72 minutes face à l'Albanie. Match dans lequel il est l'unique buteur. Et oui, on a toujours ces petites performances de Ferran Torres. Un peu comme au Barça, des fois, c'est l'unique buteur du match. Et on commence à se poser la question, ah mais pourquoi pas plus de minutes pour Ferran Torres? Ferran Torresinho est de retour. Oui, il a de l'envie, il a commencé à bien travailler. Mentalement, ça va mieux. À chaque fois, on essaie d'y croire de nouveau. Moi, je pense que quand même, c'est un joueur qui est encore une fois assez limité. Tu vois que Nico Williams passe devant lui, tu vois que Lamine Yamal est passé devant lui. Il est un peu le marqueur malheureusement de cette Espagne qui n'était pas très efficace avec Sarabia, avec Luis Morata. Cette Espagne qui pouvait être intéressante dans le jeu mais qui n'avait pas les buteurs derrière. Là, tu as une Espagne qui est beaucoup plus dans l'accélération, qui a des dribbleurs, des perturbateurs. Lui en fait un petit peu moins partie. Bon, encore une fois, je suis content pour lui, etc. Pour sa confiance, c'est pas un mec que je déteste, mais voilà, ça reste Ferran Torres. On arrive ensuite sur un cas un petit peu plus compliqué, mesdames et messieurs, le cas de Pedri. 59 minutes sur le premier match contre la Croatie, 71 face à l'Italie. Ensuite mis au repos contre l'Albanie. Des performances qui ont été un peu critiquées de manière différente. Entre un camp qui regrettait un peu sa non-participation à la création dans les 30 derniers mètres de l'équipe d'Espagne et d'autres personnes qui disaient « Oui, mais regardez son volume de jeu, son nombre de récupérations, il est super important dans ce système-ci de l'Espagne. » Mais les deux, en fait, finalement, ont raison. Oui, c'est un peu frustrant de ne pas avoir un Pedri qui est totalement
vraiment créateur et l'élément différenciant en tant que milieu de cette équipe d'Espagne. Mais le problème, c'est qu'à côté, l'Espagne a choisi de mettre Ruiz dans cette configuration-ci et Ruiz répond parfaitement. C'est l'un des meilleurs joueurs de ce début d'Euro. Qui l'eût cru avec cette saison qui était assez mitigée du côté du Paris Saint-Germain? C'est un joueur qui a fait 2 matchs excellents, Fabian Ruiz. Super bon et c'est lui le dépositaire justement de la création dans les 30 derniers mètres du côté de l'Espagne. Ce n'est pas Pedri à qui on a demandé plutôt d'aider Rodri à la récupération. Donc oui, on peut être frustré, mais si on regarde ce qu'il arrive à mettre comme abattage à ce niveau-là, c'est quand même plutôt pas mal, surtout que je pense qu'il a encore qu'à 80% de ses qualités, de ses capacités. Donc là, il s'est reposé face à l'Albanie. Contre la Géorgie, je pense qu'il sera titulaire. Je pense qu'il va continuer à monter en puissance tranquillement, qu'on va de plus en plus le voir, qui va être bien important pour cette équipe d'Espagne. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais bon, n'essayons pas d'attendre de Pedri qu'il soit partout pour l'Espagne. Il ne peut pas être au four et au moulin. On arrive ensuite sur Lamine Yamal, mesdames et messieurs, 80 minutes face à la Croatie, 70 face à l'Italie, 20 minutes face à l'Albanie. Encore une fois, il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'arrive à faire ce gamin. Une passe décisive pour l'instant dans cet Euro. Et des fois, j'ai l'impression de voir des gens qui sont en train de dire « Oui, mais nous, on attendait que ce soit Lamine Yamal, le phénomène, qui soit partout, qui mette déjà 10 buts en phase de poule. » Les amis, il n'a que 16 ans. Ce qu'il arrive à faire, c'est déjà très bien. Il a joué contre Gvardiol, qui est un excellent défenseur. Manchester City, un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Et il a remporté le match les yeux dans les yeux. C'est très bon ce qu'il arrive à faire, c'est limite exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Alors oui, il fait pas 5 passes D, 5 buts par match, mais c'est très bon. Et en plus de ça, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de retenir sur les performances de Lamine Yamal, c'est que je trouve qu'il est là pour le collectif. C'est un joueur avec tout ce qu'il a entre guillemets sur le dos, joueur crack de 7 euros, la pépite de 7 euros, le jeune joueur que tout le monde va regarder, qui aurait pu tomber dans une certaine sorte de suffisance à vouloir se dire ouais, moi je vais faire des dribbles par-ci par-là tout le temps pour avoir les caméras sur moi, machin, faire les gestes, essayer de marquer pour moi. Non, il joue pour le collectif. Il y a certaines personnes qui s'en plaignent d'ailleurs et qui sont en train de dire Lamine tire, Lamine joue pour toi, etc. Moi, je suis content d'avoir un joueur comme ça. Un joueur qui représente mon club et qui joue pour le collectif, qui connaît son statut, qui est un joueur de 16 ans. Moi, je donne le ballon pour Morata. C'est ça pour l'instant mon statut. Quand Lamine Yamal aura un statut entre guillemets de star, de cadre de cette équipe, ce sera OK à lui de prendre les responsabilités. Mais là, je préfère un joueur qui joue pour le collectif et pour ça, je le félicite. Mais une nouvelle fois, on va le répéter, joueur de 16 ans, il n'y a aucun débat sur le fait qu'il soit titulaire en équipe d'Espagne, alors qu'on connaît cette équipe d'Espagne, elle a ses codes, elle a ses règles, elle peut être difficile par rapport aux joueurs qui doivent interpréter son style de jeu. Lamine Yamal, titulaire, sans discussion à 16 ans. C'est phénoménal. Et enfin les amis, on termine par un petit Frenchie. Oui, j'étais obligé de terminer par un petit Français. Jules Koundé, 90 minutes face à l'Autriche, face aux Pays-Bas et face à la Pologne. Magnifique joueur, magnifique performance les amis. Il surfe sur sa deuxième partie de saison du FC Barcelone dans ce rôle d'arrière droit. C'est quasi parfait. Oui, il y a des mini détails comme les centres. Oui, c'est un peu compliqué. Formation de défenseur central, on le sait. Dans la proposition des fois pour Dembélé, c'est un petit peu limité. Ce n'est pas un latéral droit de formation qui va commencer à proposer offensivement, on le sait. Mais c'est un joueur ultra carré, ultra fiable. Alors que précédemment en équipe de France, il a pu être mis en difficulté. Là, vraiment, il montre qu'en arrière droit, il n'y a pas de débat. C'est lui le cadre en équipe de France dans les duels remportés, même dans les passes progressives, c'est très intéressant. On est sur un joueur essentiel maintenant du 11 de Deschamps. Maintenant, la question pour le FC Barcelone, c'est qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on va plutôt le mettre en tant que défenseur central? Des rumeurs disent que Flick veut le faire. On en a parlé dans une vidéo. Ça nous permettrait, pourquoi pas, de justement vendre un autre défenseur central, de remettre Cancelo à droite. Mais ensuite, si on voit de son point de vue à lui, il va se dire, ouais, mais en équipe de France, quand même, il y a du Konaté, du Upamecano, du Saliba. Dans la tête de Deschamps, c'est eux qui sont devant lui. Et à droite, il n'y a pas grand monde qui apprécie Deschamps, qui préfère plutôt les profils défensifs. J'ai une chance dans cette équipe de France de jouer arrière droit. Donc, j'ai envie de continuer à évoluer là-dedans. Et moi, pour Koundé, c'est ce que je lui souhaite, qu'il ne soit pas trimballé à droite, au centre, à droite, au centre. On l'a vu cette saison, ça a été compliqué pour lui. Parce que le tout début de saison, il était arrière central. Ensuite, il a été remis à droite. Ça a été un tout petit peu plus compliqué. Et enfin, il a fini la saison à un niveau excellent. Mais moi, ce que je veux pour lui, c'est de la continuité et j'ai envie qu'il se fasse plaisir. Donc si on lui dit tu progresses arrière droit, ok, je m'entraîne parce que ce n'est pas du tout le même poste que défenseur central. Tu dois avoir totalement d'autres qualités. Tu es face à des adversaires totalement différents. Du coup, essayons de le fixer sur un poste juste pour lui qu'il soit vraiment au sommet, qu'il soit pas tracassé à se dire ouais sur quoi je dois progresser, etc.
Et voilà les amis, c'était mon petit bilan sur cette phase de poule des joueurs barcelonais. On espère pour eux que ça se passera bien pour la suite. Bien évidemment, ça peut pas se passer bien pour tout le monde, parce que s'il y a des quarts Allemagne-Espagne par exemple, il y aura un malheureux entre nos joueurs qui jouent en Espagne et un Gundogan par exemple. Mais bon, on espère qu'il n'y aura pas de casse importante également, qui prennent de la confiance pour certains, ne pas faire de conclusions hâtives, on l'a dit en début de vidéo. Et les amis, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.